Merci. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je m'appelle Wilfried, je suis cofondateur de WiseBat. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est juste après. Et je suis venu avec Marion, ma cofondatrice, qui sera aussi présente après pour répondre à vos questions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit disclaimer. Je suis expert à mon niveau. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas du tout expert. J'ai un peu d'expérience et tout ce que je vais vous raconter ce soir, au-delà de la description de notre entreprise, c'est mon retour d'expérience. La réalité, c'est que dans des questionnements technologiques, il n'y a pas de réponse absolument vraie et de réponse absolument fausse. Il y a toute une série de compromis qu'on va faire au long des choix et au long des challenges qu'on va rencontrer. Moi, ce que je vous propose ce soir, c'est juste de vous présenter notre point de vue et notre analyse chez WiseBat, la mienne en l'occurrence. Mais c'est en aucun cas une vérité absolue. With that said, juste pour vous expliquer ce que c'est que WiseBat, après on rentrera dans le cœur de la techno et dans ce que ça représente éventuellement le microservice. Imaginez qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, quand on voulait tester la fiabilité d'une voiture qu'on voulait concevoir, on la fabriquait, échelle réduite, parfois échelle pleine, on la balançait contre un mur, on l'équipait de plein de capteurs, on prenait la mesure et puis on recommençait, jusqu'à avoir la bonne adéquation. Ça coûte beaucoup de temps et beaucoup d'argent. À un tel point qu'il y a une dizaine d'années à peu près, l'intégralité de l'industrie a adopté la simulation et la modélisation numérique. C'est-à-dire qu'ils vont faire exactement la même chose, balancer des voitures dans le mur, mais les voitures seront virtuelles, le mur sera virtuel, et plutôt que ça prenne plusieurs mois, voire plusieurs années pour arriver au prototype et le lancer dans le mur, ça va prendre quelques semaines pour créer les modèles et quelques minutes pour effectuer la simulation. Imaginez qu'en fait, dans le milieu de la moyenne et de la petite électronique, on est exactement dans le même paradigme que pour les voitures il y a 30 ou 40 ans. Alors bien entendu, les développeurs ne vont pas jeter des cartes électroniques contre le mur, ça c'est évident. Par contre, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de construire un prototype et de le tester. Et ça peut avoir ses avantages, mais ça peut aussi avoir ses inconvénients. Et l'un des premiers, en fait, c'est que ça va ralentir les cycles d'innovation hardware. Je vais revenir un peu plus là-dessus, un peu plus tard. Mais en gros, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, tous les services qu'on utilise, on a beau dire qu'il y a énormément de logiciels, énormément de soft, et on est là ce soir pour en parler, mais en fait, tous ces services-là, ils reposent sur du hardware et sur de l'électronique. Donc, quelque part, notre capacité à produire des services qui sont sociétalement intéressants et qui vont avoir un impact repose sur le hardware qui permet de construire ces services-là. Globalement, aujourd'hui, pour une boîte hardware, il va falloir entre 6 et 48 mois avant de sortir son premier prototype. On est très très loin des cycles d'itération soft ou web. Et dans la médiane, on est autour de 24-36 mois. C'est énorme. Il va falloir 5 itérations hardware, c'est-à-dire qu'il va falloir faire 5 reprises de quelque chose qu'on a déjà mis en production pour être capable de sortir un produit sur le marché. Et il va falloir un investissement minimum d'1 million de dollars. Alors, en réalité, ces chiffres, ils ont augmenté depuis que j'ai fait cette slide, parce qu'on est plutôt à 7 itérations et on est plutôt autour de 1,5-2 millions de dollars pour atteindre son marché avec juste une idée de produit hardware. Et en plus de ça, contrairement à l'univers logiciel, il y a un problème de visibilité, il y a un problème de collaboration et il y a surtout un problème de précision dans l'utilisation des mesures expérimentales. C'est-à-dire que l'ingénieur qui va partir immédiatement sur un prototype plutôt que de faire de la simulation, il va forcément faire un prototype partiel, parce que s'il faisait un prototype complet, ça lui prendrait beaucoup trop de temps, donc il va faire son prototype partiel, mais parce que le prototype est partiel, il va tester qu'un tout petit bout de ce que son objet va être capable de faire. Donc ça va inclure des erreurs. Nous, on pense que la solution à WiseBat, elle est relativement simple, elle se divise en 2 axes. Un premier, qui est une plateforme web, donc un SaaS, qui va permettre de faire du prototypage et de la modélisation, du prototypage virtuel, pardon, la modélisation et la simulation de manière interactive. Et puis le deuxième pan de cette solution, c'est une communauté. Parce qu'on est en train d'observer chez les développeurs hardware le même phénomène qu'on a pu observer chez les développeurs soft il y a à peu près 10-15 ans. À savoir que aujourd'hui, dans la conception d'un objet, par exemple dans cette télécommande-là, qui a été fabriquée par Logitech, il y a probablement 70% du travail qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde et qui n'a aucune valeur ajoutée sur le produit. C'est-à-dire qu'en gros, les gens font et refont, même parfois au sein de la même entreprise, les mêmes choses.
Donc il y a un intérêt à collaborer autour de ça. C'est exactement ce qu'on a fait. En fait, on a implémenté un SaaS qui va permettre aux ingénieurs hardware de faire en quelques minutes ce que normalement, ils sont amenés à faire en plusieurs jours, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois. Et vous avez une petite vidéo ici, mais je pourrais faire une démonstration un peu plus tard autour des bières si vous le souhaitez. Globalement, derrière ça, il y a beaucoup de techno, parce qu'il y a 10 ans de recherche académique. J'ai fait ma thèse sur ce sujet-là et j'étais moi-même dans un laboratoire qui avait développé toute la partie modélisation et toute la partie un peu physique, si on peut vulgariser. Il y a un brevet qui est associé à la technologie, et aujourd'hui, le soft en soi représente 350 000 lignes de code. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, 350 000 lignes de code, c'est énorme. Et bien sûr, je ne compte pas les commentaires dedans, ni les sorties console pour le debug. C'est vraiment 350 000 lignes de code utiles, dans 4 langages différents. Donc c'est assez complexe comme structure. Et en fait, notre valeur ajoutée, elle est qu'on va être capable de considérer des aspects très très haut niveau du système, en même temps que des aspects très très bas niveau. C'est-à-dire qu'en fait, on va être capable de faire des choses qui sont de l'ordre de l'idéation, avec la précision qu'on aurait eu si on avait fait un vrai prototype jusqu'au bout, pour simplifier. Et l'outil, puisque c'est un outil de simulation avant tout, et un outil de simulation n'est jamais à 100% vrai, il fait 90% de précision quand même, dans le pire des cas. C'est-à-dire qu'on a seulement 10% d'erreur dans le pire des cas. Et ça, on le sait parce qu'on l'a validé sur 200 expérimentations dans la vie réelle, 200 architectures différentes en température. Ça a été un vrai travail de titan pour arriver à caractériser le logiciel. Ensuite, on va parler de marché, parce que c'est un deuxième point qui est hyper important, surtout dans des questions, surtout quand on est dans une réflexion, de monter sa propre start-up ou de monter son propre produit. Là, on parle d'un marché où il y a 42 000 développeurs répertoriés en hardware, et on parle de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La réalité, c'est que je pense que ce chiffre est largement sous-évalué. On reviendra là-dessus plus tard. Dans tous les cas, il y a 42 000 entreprises, excusez-moi. Dans tous les cas, ça représente 750 000 ingénieurs qui développent 700 000 projets par an. Et tout ça, en fait, ça représente, on s'en fiche un petit peu, mais c'est quand même important, 1,4 milliard de dollars qui sont dépensés chaque année sur la partie idéation et création et définition des spécifications. Et globalement, la petite et moyenne électronique, c'est estimé à être à peu près un marché à 160 milliards de dollars. Donc on est sur quelque chose de relativement gros. Et comment nous, on se positionne à WiseBat sur ce marché-là? Vous avez sur la gauche de ce slide-là un cycle de développement assez classique. Je vais me pousser un petit peu pour que tout le monde puisse voir. Un cycle de développement assez classique d'un produit hardware. En fait, on va se rendre compte qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut implémenter, on a tous les outils du monde qui peuvent nous aider à le faire. Le problème, c'est quand on est dans des phases d'idéation et de définition des spécifications, où là, en fait, on se retrouve grosso modo, pour simplifier encore le propos, face à des outils comme Excel ou MATLAB, qui sont des outils qui sont soit pas faits pour ça, soit trop fastidieux. Donc c'est là qu'on intervient. Et puis bien sûr, on a vocation à s'intégrer avec les outils de la chaîne de valeur qui existent déjà. Ce qui, techniquement, parce que je rappelle qu'on est un SaaS, souligne des challenges qui sont relativement importants sur le développement. En termes de business model, on a un business model orienté vers la communauté. C'est important de le mentionner aussi pour ceux d'entre vous qui ont vocation à créer leur boîte plus tard. Une technologie, c'est bien, un produit, c'est bien. S'il n'y a pas de business model adossé, ça ne marche absolument pas. Et même, en fait, ce que l'histoire nous montre, c'est qu'un business model simple, bien pensé, en fait, peut combler des lacunes technologiques au démarrage d'une startup. Dans tous les cas. Ici, c'est complètement gratuit si le projet est open source. Et ça commence à 79 $ par projet par mois, sans limite en termes du nombre d'utilisateurs, si le projet est privé, autrement dit, si le logiciel est utilisé dans un cadre commercial. On a lancé une bêta qui a duré à peu près 7 mois, je reviendrai là-dessus en détail. Les chiffres importants, c'est qu'il y a 500 projets qui ont été développés sur la plateforme, plus de 320 ingénieurs, plus de 240 entreprises. Et surtout, ce qu'on a été capable de quantifier, là encore, c'est hyper important d'être capable de quantifier l'impact qu'a un produit sur ses utilisateurs, c'est qu'on fait gagner 3 mois de R&D, qu'on évite la moitié des itérations hardware, et surtout qu'on peut faire des économies à nos utilisateurs qui vont jusqu'à 200 000 € par projet.
Voilà, on est une team de 8 personnes, c'est aussi hyper important. Alors maintenant on est 11, on a un peu grandi le mois dernier. C'est hyper important parce que l'équipe c'est finalement l'ADN et la chose essentielle dans une société à sa création au-delà de la technologie. Donc Marion qui est ma cofondatrice qui est ici, qui est plutôt design UX UI et qui occupe le rôle de directrice produit, si on peut formuler ça comme ça, Chief Product Officer en anglais, je ne suis pas sûr qu'on ait l'équivalent en France. On a essentiellement des développeurs, 6 personnes, et puis on va avoir 2 business développeurs qui vont faire le pendant commercial de la boîte. Voilà, ça c'était la présentation de la boîte, la présentation de ce qu'on fait. Je pense que c'est nécessaire d'introduire ce contexte-là pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez déjà des questions sur l'activité qu'on a et le produit qu'on a? Non? Très bien. Bon, puisque j'ai perdu personne, on va continuer. On va parler de Minimum Viable Product. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblait le logiciel à sa création. Ça ressemblait exactement à ça. Et ça, en fait, c'est un truc hyper important. Vous n'allez rien comprendre à ce cas-là, parce que c'est juste de la ligne de commande, c'est l'output d'un terminal Linux. Mais ça, c'est la base. En fait, avant même de vous lancer dans quelques produits ou quelques développements que ce soit, il faut que vous ayez fait votre preuve de concept. Et la preuve de concept, dans mon cas ici, puisque j'étais en thèse, c'était de développer l'algo qui allait avoir ces performances-là. Mais dans d'autres cas, ça peut être simplement, d'une certaine manière, je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer si je dis ça, mais ça peut être un PowerPoint. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de développer un produit ou de chercher dans une direction qui ne fait pas sens pour un utilisateur. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est s'assurer que ce qu'on développe fait sens et, d'une certaine manière, un peu plus philosophiquement, est réalisable techniquement. Maintenant, je dis ça, c'est entre guillemets, parce que quand on est au stade de POC, dans l'absolu, en tout cas c'était mon cas à l'époque en thèse, en fait on n'a pas 15 ingénieurs pour faire le développement et prouver que ça marche dans tous les cas, on n'a pas 6 ans devant nous pour être compatible avec tous les standards qui existent. En réalité, on a quelques mois, on a soit comme ingénieur plus ses colocataires si on en a dans la tête, mais ça dépend des gens. Mais dans tous les cas, on est relativement limité dans l'amplitude qu'on peut avoir. Donc du coup, il faut être assez smart sur cette phase-là, mais c'est une phase qui est inévitable. Il y a, vous pouvez aller regarder si vous voulez sur le net, vous allez trouver toutes les infos. Il y a un nombre inestimable d'entreprises qui ont échoué alors qu'elles avaient une bonne vision produit, une bonne équipe, mais juste parce qu'en fait, ce qu'elles voulaient faire était infaisable techniquement. Vraiment infaisable techniquement. Je vous invite à aller voir parce que c'est une raison d'échec quand même assez importante. Ça, c'était la première version. Donc on a validé le truc, expérimentalement, on s'est dit c'est super cool, et puis on a développé, enfin plutôt j'ai développé, la deuxième version, qui est un truc qui est relativement horrible. Ça, personne ne l'a jamais vu, mais c'est la base du logiciel. En fait, ça, c'est le MVP PowerPoint. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai ma ligne de, mon programme en ligne de commande. C'est très bien, ça marche, j'en ai fait la preuve. Maintenant, il faut que je montre ce programme-là à d'autres personnes. Et à part moi, pour l'instant, je suis le seul à pouvoir les comprendre. Donc, je vais créer une espèce d'interface. Cette interface, c'est ni plus ni moins que PowerPoint, qui par ailleurs est un outil de dessin ou de design d'interface basique relativement puissant. Mais ça m'a permis de pouvoir parler avec d'autres personnes qui ne sont pas moi qui ai développé le projet, autour du projet, pour soit répondre à des problématiques techniques ou soit montrer là où je voulais emmener les choses. Donc ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a fait un choix majeur. Donc ça ne se voit pas du tout sur le PowerPoint, mais la réalité, c'est qu'on s'était dit, OK, on va partir sur du SaaS. On aurait pu faire un énième outil, qui est juste un outil exécutable, installable on-premise sur chaque machine, comme n'importe quel jeu ou application que vous téléchargez, que vous installez sur votre machine, et puis c'est terminé. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a besoin de ressources de calcul qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que ça, ces lignes de commande, en fait, enfin, cet output de cette ligne de commande, c'est des algorithmes qui sont très compliqués à résoudre et qui sont très compliqués à calculer. Ce qui veut dire que si je fais tourner un programme de simulation sur ma machine qui est un i7, c'est déjà pas mal, mais sur ma machine qui est un i7, je vais prendre 30 à 40 minutes pour avoir les résultats de simulation. Sur une machine plus avancée à base de Xeon, voire deux processeurs physiques,
je vais prendre entre 30 secondes et 1 minute. Donc le choix est non négligeable en fait. Et pour nous, c'était hyper important d'apporter toujours l'information le plus rapidement possible, parce que, comme vous l'avez vu, le cycle d'un développeur hardware, ou plutôt une boîte hardware, c'est entre 24 et 36 mois en médiane. Donc c'est déjà beaucoup de temps. Tout le temps qu'on peut faire gagner, en fait, c'est de la viabilité qu'on rapporte au projet. Donc pour nous, cette variable était hyper importante. Donc, grosso modo, si je formule ça autrement, c'est inadmissible que quelqu'un télécharge un logiciel et mette 3 heures ou plus à avoir ses résultats de simulation, juste parce que la personne n'a pas une bête de course pour faire ses calculs. Donc on est parti sur l'option SaaS, qui a, au-delà de l'avantage de mutualiser les ressources de calcul et de faire en sorte que les coûts soient relativement limités et linéaires avec la charge, a 2 autres avantages. Mine de rien, on n'a pas besoin de développer pour plusieurs plateformes. Je n'ai pas besoin de faire une version Linux, une version Windows, une version macOS de mon soft. Je n'ai surtout pas besoin de suivre toutes les mises à jour de tous ces opérateurs-là qui vont dans tous les sens, que ce soit Apple, Microsoft, Linux c'est un peu plus stable. Mais grosso modo, je n'ai pas besoin de m'occuper de ça. Et au-delà de ça, en fait, je conserve toute la propriété intellectuelle chez moi. C'est-à-dire que je ne mets aucun code chez l'utilisateur, et ça, c'est aussi un point qui est hyper important. Donc on s'est basé là-dessus, et puis on a développé quelque chose d'un peu plus user-friendly. Donc ça, c'est la première version, c'est la bêta de l'outil. Alors, nous, on a décidé d'utiliser le formalisme alpha, bêta, V1, POC, peu importe, on s'en fiche du nom qu'on donne. L'idée, en fait, c'est qu'il y a juste un certain nombre d'étapes. Il y a eu le logiciel qui fonctionnait en ligne de commande et qui tournait très bien sur une machine. Puis, il y a eu l'idée de la façon dont ce logiciel était distribué ou servi. Et là, enfin, il y a l'idée d'interaction. L'interaction, en fait, ça va être un point clé parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment abouti avec la bêta 2.0. Parce qu'en fait, la bêta n'a jamais été live autrement que pour nous. Et ce qui a été réellement sorti pour les utilisateurs, c'était la bêta 2.0. La bêta 2.0, en fait, ça a été un tournant dans WiseBat, parce qu'en gros, ça a été le moment où on a mis nos utilisateurs en face du produit. Et en face d'un produit qui buguait, qui ne marchait pas forcément bien, il y avait des problèmes de dépendance, il y avait des problèmes en fonction du navigateur. Ça n'a jamais marché sur Internet Explorer, ça ne marche pas non plus beaucoup sur Edge, mais ça, c'est un peu normal. Dans tous les cas, il y avait plein de sujets à régler. Et on ne se serait jamais rendu compte de ces sujets-là si on n'avait pas été proche de nos utilisateurs. Donc dans votre cycle de développement, même si les questions auxquelles vous avez à répondre sont des questions technologiques et les choix que vous avez à faire sont des choix technologiques, je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous allez devenir plus tard pour ceux qui sont encore étudiants, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est clé, qui est très très important, c'est l'utilisateur. Plus vous serez proche de vos utilisateurs et plus tôt ce sera, plus vous aurez du feedback. Et quand je dis vos utilisateurs, en fait, je fais un raccourci, parce que maintenant j'y suis habitué avec une associée comme Marion. En fait, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un utilisateur qualifié. C'est-à-dire que si demain je vais dans la rue, par exemple, et que je présente mon produit à un promoteur immobilier qui n'a jamais fait d'électronique de sa vie, qui ne sait pas du tout ce que c'est que le prototypage, il va me donner un feedback. Par contre, est-ce que le feedback est pertinent? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Donc la façon dont vous déterminez vos groupes d'utilisateurs et la façon dont vous filtrez vos retours, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc du coup, ça a été notre bêta. Comme je le disais dans les slides, alors à l'époque où on avait fait juste ce slide-là, c'était 327 utilisateurs. Je crois qu'on a dû terminer autour de 330 ou 335. Du coup, ça a été sur ces 335 utilisateurs-là, 35% d'entre eux qui nous ont donné du feedback spontané. Et surtout, je pense, un bon tiers, voire une bonne moitié qu'on a appelé nous-mêmes. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Appelez vos utilisateurs pour aller récupérer leur feedback. Allez sur le terrain pour leur parler si vous avez un produit physique. Faites-le, c'est hyper, hyper important. On voit une fois de plus, vous avez plein d'exemples sur le web de boîtes qui ont des très belles technos, qui font des très bons choix, qui ont une très belle vision produit. Le problème, c'est qu'elles vont investir 2 à 3 ans dans le développement. Elles ont terminé leur produit, et là, elles se rendent compte que ça ne plaît pas du tout à l'utilisateur, personne ne l'achète, personne ne s'en sert. Alors que si elles avaient fait ce tout petit tweak, ce tout petit truc qu'on leur avait dit quand elles avaient fait les tests, si elles avaient fait les tests utilisateurs, peut-être qu'elles auraient fait quelque chose pendant ces 2 ans
qui satisfait ces utilisateurs. Dans tous les cas, ça mange jamais de pain, ça fait très peur. Ça fait très peur quand on est directeur technique ou lead dev ou développeur ou qu'on est en train d'expérimenter un truc, de mettre dans la nature ou de mettre en production, et je reviendrai sur la mise en prod, mais de mettre en production un outil comme ça quand on n'est pas sûr qu'il fonctionne complètement, et dans l'absolu, c'est pas grave. La meilleure chose qui peut vous arriver, c'est que la personne dit que ça bug et va pas y revenir. Et concrètement, enfin pardon, c'est pas la meilleure chose, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Et la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est la personne voit un potentiel dans votre application, soit décroche son téléphone, soit vous shoot un mail en disant en fait ton truc c'est génial, mais il y a tel truc, tel truc, tel truc, tel truc qui ne me conviennent pas. Et ce genre de retour-là, en fait, on s'en rend pas compte quand on est au tout début. Moi, je me rendais pas compte quand je développais mon algo pour ma console sur ma machine Linux, mais ça vaut de l'or en fait. Ça vaut de l'or. Et du coup, c'est hyper important. Faites-le, ça va vous mettre en plus un petit coup de pression parce que vous allez avoir quelque chose en prod qui bug, donc ça va être insupportable pour vous. Normalement, c'est supposé être insupportable. Si ça ne l'est pas, il faut changer de métier. Mais dans tous les cas, ça va être insupportable pour vous et ça va vous pousser à l'améliorer. Ça va aussi vous mettre dans une espèce de process de cycle agile où vous allez faire itération en itération, faire plusieurs mises en prod par mois, pour plusieurs mises en prod par trimestre, et donc constamment améliorer votre outil. Il y a des petits outils que je peux vous conseiller pour ceux qui sont dans cette phase-là, qui vous permettent de faciliter la récupération du feedback utilisateur, faciliter l'interaction. Il y a aussi tout un volet marketing automation qui peut aussi vous aider dans ce sens-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet ici. Dans tous les cas, pensez-y, c'est hyper important. En fait, tout ça nous a amené à, une fois qu'on a reçu tous ces feedbacks-là de tous ces utilisateurs-là, à développer la première version, qu'on a appelée la V1 ou la V1. La V1, en fait, c'est l'accumulation de tous ces feedbacks-là. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'elle est en ligne. On a plus de 420 ingénieurs sur la plateforme, 350 entreprises. Ça va d'une toute petite entreprise, d'un indépendant ou d'une start-up, jusqu'aux grands groupes qui ont des milliers de collaborateurs. Et pour nous, c'est juste incroyable. En fait, on lançait le produit il y a 8 mois, globalement, pour donner le calendrier. Et donc voilà. Et ça, en fait, on ne serait pas arrivé à ce niveau d'interaction, à ce niveau, même s'il est encore tout à fait modeste, mais on ne serait pas arrivé à ce niveau de qualité pour nos utilisateurs si on ne les avait pas écoutés. Bon, je terminais un peu mon laïus sur la partie lead dev, chef de produit, directeur technique. Maintenant, on va rentrer dans le cœur des microservices. Qui dans la salle est ingénieur? Enfin, qui dans la salle est développeur plutôt? Ok. Sur tous ceux qui ont levé la main, qui est développeur web? Ok, une bonne moitié. Ouais. Et ok. Et les autres, c'est plutôt développement embarqué? Ok, très bien. D'accord. Alors le réflexe qu'on a tous quand on commence un projet, c'est faire une application monolithique. Qu'est-ce que c'est une application monolithique? C'est je vais développer une application avec un certain nombre de briques, un certain nombre de services pour mon utilisateur. En fait, je vais tous les mettre dans le même serveur, la même parcelle de code, le même exécutable, peu importe. Ça, c'est valable pour tout le monde. Le monolithique, c'est quand on met tout au même endroit dans le même paquet. Ça a 3 avantages. C'est hyper direct. Je développe mes fonctions, je fais mon serveur, je fais mes routes, tout va très bien. C'est facile de démarrer avec ça. Et c'est surtout hyper rapide à développer. C'est très adapté quand on est tout seul sur le code ou quand on code à 2, 3 et qu'on bootstrap sur un truc. À côté de ça, les microservices, c'est exactement les mêmes modules, mais qu'on va isoler les uns des autres. Et c'est comme si, excusez-moi pour les puristes, mais je vais faire une petite entorse, c'est comme si on avait 6 micro-applications monolithiques, grosso modo. On a pris nos services de base d'un point de vue utilisateur, ça c'est toujours important. Donc par exemple, si je suis sur un site de e-commerce, je vais avoir le sign-in, le panier, le check-out, la livraison, la newsletter, la fac, etc. Donc tous les services en fait d'un point de vue utilisateur. On les a isolés dans ce qu'on va appeler plus tard des containers. Pour l'instant, on va appeler ça une boîte. En fait, on les a mis dans une boîte. Et l'avantage de ça, c'est que c'est modulable.
on s'en rend compte très rapidement. Une boîte ne nous plaît pas, on la change. C'est scalable. En fait, si j'ai besoin de copier cette architecture-là, je vais pouvoir le faire. Et surtout, c'est plus fiable. Alors, on va explorer un peu pourquoi. Je vais passer un peu de temps sur ce graphe-là parce qu'il est hyper important et c'est la clé, en fait, pour moi, en tout cas, ou pour nous chez Wisebat, du choix qui est lié aux microservices. On a ici sur l'axe vertical la complexité, le time to market, donc et finalement, si on peut le formuler autrement, le temps qu'on va mettre à développer une feature et à la mettre en prod, et l'investissement qu'on fait en R&D. Donc ici, il est relativement faible, ici, il est relativement fort. Et sur l'axe du bas, ici, on a le temps. Alors ça peut être soit le temps de vie de l'application, soit le temps que l'application est en ligne. Donc, grosso modo, les phases et les époques technologiques que l'application doit avoir, ou les fonctionnalités, les features. Si on regarde ce qui se passe pour le monolithique, et bien sûr, ici, on passe très peu de temps, on a très peu de features. Au bout, soit l'application a été en ligne depuis plusieurs années, soit on a beaucoup de features. Le monolithique, en fait, il va avoir cette courbe-là. C'est-à-dire qu'au début, c'est très simple. On l'a dit, on l'a vu, c'est hyper facile de partir avec des monolithiques, c'est ce qu'on fait intuitivement, et c'est très très proche du fonctionnement qu'on peut avoir intellectuellement. Et en fait, plus on va avoir soit une application qui reste longtemps sur son marché, soit des fonctionnalités qui sont de plus en plus complexes, plus ça va nous prendre du temps, ça va augmenter la complexité du code, mais plus linéairement, c'est pas je rajoute une fonctionnalité qui représente 15%, je rajoute 15% du code, c'est pas vrai. En fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'ici, on a entre tous ces modules-là plein d'interdépendances qui vont se créer. Là, on en a beaucoup moins, je reviendrai dessus après. Mais en fait, tout ça doit cohabiter ensemble si on veut avoir quelque chose qui fonctionne. Et donc ça va augmenter. Le time to market va augmenter, c'est-à-dire que le moment entre le temps qui va s'écouler entre le moment où mon utilisateur vient me dire j'ai besoin de cette feature-là, le moment où je la développe et le moment où je suis capable de la mettre en ligne, en fait, il va augmenter avec le nombre de features que je vais avoir. Et puis, on va avoir un investissement de R&D qui va aussi augmenter parce que, voilà, pour toutes les mêmes raisons que j'ai citées, et je pourrais citer le maintien à jour des versions. Je prenais l'exemple, par exemple, des OS tout à l'heure, quand on fait une application on-premise ou installée sur poste. En fait, c'est exactement le même paradigme. Le jour où Chrome change son moteur et les API que vous avez l'habitude d'utiliser sont plus disponibles, il faut les changer. Okay, maintenant, s'il y avait 3 modules qui dépendaient de ça et que du coup ça casse toutes les interdépendances que vous aviez les uns entre les autres, c'est compliqué dans du monolithique. A l'inverse, le microservice, en fait, il va commencer à y avoir une courbe qui est plus importante, c'est-à-dire la complexité du code au début, le time to market, donc le temps à délivrer une feature, et l'investissement qu'on va mettre en R&D va être plus important. Puis en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un moment où ça va se stabiliser. Il y a un moment où en fait ça va être quasi linéaire. C'est-à-dire que peu importe les features que je rajoute, peu importe le temps que mon application doit être en ligne, les époques technologiques que je dois survivre, auxquelles je dois survivre, les mises à jour que je dois faire, en fait, je vais être quasiment au même investissement de R&D, au même temps de livraison et à la même complexité. Du coup, ça nous amène à diviser le graphe en deux parties. Il y a une première partie ici où finalement vous faites un site vitrine avec 2-3 fonctions qui nécessitent un petit back-end ou vous faites un développement relativement simple. Ça ne sert à rien d'aller chercher à scaler sur une architecture microservice. Vous ferez aussi rapidement et aussi bien en faisant du monolithique. Maintenant, si demain, comme c'est le cas pour nous, vous êtes sur une application où vous avez des services bien identifiés et vous passez potentiellement de 400 utilisateurs à 10 000 utilisateurs en un an, là, en fait, ça va devenir intéressant. De la même manière, si vous avez commencé sur un site de e-commerce avec 2 ou 3 fonctionnalités, vous êtes plutôt par là. Mais si vous vous rendez compte à terme qu'il va vous en falloir une dizaine, le jour où vous allez approcher de la dizaine, vous allez avoir beaucoup d'efforts si vous êtes en monolithique, très peu si vous êtes en microservice. Donc quelque part, le choix architectural microservice versus monolithique,
c'est un choix que je résume là de manière hyper simple. En fait, c'est un choix qui est beaucoup plus profond que ça, parce que ça nécessite de revoir une architecture, ça nécessite de revoir un certain nombre de choses. En fait, c'est deux technologies qui vont correspondre à deux époques, enfin, à deux niveaux de boîte ou de types de logiciels différents. Okay, un autre exemple, vous faites pas mal de A/B testing sur une appli web particulière. En fait, si vous faites du microservice, ça peut être bien si vous avez un besoin de mutualisation. Par contre, si votre A/B testing, c'est à chaque fois des features qui sont différentes, ça vaut absolument pas le coup d'aller faire du microservice. Il vaut mieux faire du monolithique, vous irez plus vite, vous passerez moins de ressources dessus. Et une fois de plus, je répète le disclaimer, c'est que notre avis est notre retour d'expérience à nous. Le deuxième point, en fait, c'est la mise en prod. Donc, je veux juste faire un rappel, parce que je ne sais pas si tout le monde est au même niveau. Mais en fait, quand on développe un produit, une application, on la développe en général chez soi, en tout cas sur son environnement. On la déploie à minima sur une instance Amazon qu'on a louée pour soi, ou OVH qu'on a loué pour soi, ou peu importe le service. On va tester et on va travailler là-dessus. Ça, c'est très bien. Par contre, le jour où vous avez des utilisateurs, en fait, vos utilisateurs s'attendent à une qualité de service minimum. La fameuse QoS, Quality of Services. Il faut que vous ayez cette qualité de service maintenue. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur votre appli au début tout seul, sur votre machine ou sur votre instance à vous et qu'il y a un bug? On s'en fiche, la face du monde ne va pas changer. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous avez un bug sur une appli qui permet de gérer tout un tas de services assez critiques? Je sais pas, ça peut être typiquement une gestion des stocks en live. Vous avez fait un dashboard web avec une infra en back-end pour gérer les stocks en live d'une entreprise et que là, vous avez un bug, ça peut être une catastrophe pour l'entreprise. Ça peut être des dizaines de milliers d'euros qui sont perdus et ça peut être surtout un impact sur votre produit qui est important. Du coup, avec la professionnalisation de votre outil, ou plutôt avec son évolution, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle les cycles de mise en prod. Alors, ce n'est pas du tout l'objet ici de traiter comment on met en prod et comment on fait un process pour être sûr que la mise en prod est correcte. Par contre, ça va être une étape. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase où, en gros, on va avoir la version live et la version qu'on va mettre en prod. On va tester que la version qu'on va mettre en prod sur le serveur de prod, elle marche bien. Et quand on va s'assurer que tout fonctionne bien, je la fais hyper courte, mais quand on va s'assurer que tout fonctionne bien, on flippe les deux. Et la version qu'on avait poussée devient la version live. Okay, je la fais vraiment courte. Si vous voulez, on pourra en reparler plus tard. Mais une fois de plus, ce n'est pas le sujet. Et quand on est en monolithique, en fait, on va faire une mise en prod. Si je dois mettre 12 instances en prod, en fait, je vais mettre 12 fois la même instance en prod. Alors ça, j'ai zappé un concept qui est aussi hyper important, qui est load balancing. Donc quand on parle de qualité de service, en fait, on peut aussi parler de continuité de service. Le truc est très simple, enfin en tout cas si on le simplifie. Je vais encore faire un raccourci, mais c'est pas grave. Globalement, plus vous allez avoir de trafic sur votre appli ou sur votre site ou sur votre back, plus vous allez avoir à gérer de requêtes. Et le truc est basique, plus vous allez avoir à gérer de requêtes, plus le temps de latence de gestion entre le moment où la requête arrive et le moment où elle est traitée va augmenter. Okay, donc si vous avez un seul serveur, c'est un goulot d'étranglement, c'est très simple. Maintenant, il y a des technologies, des techniques qui permettent, je pense que vous les connaissez tous, la plus simple, en fait, ce serait peut-être PM2, qui est un outil qui permet de faire de la mise en prod Node.js, mais je donne cet exemple-là une fois de plus, je ne suis pas expert, où en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir générer plusieurs instances pour pouvoir gérer tout ce trafic-là. Et surtout, si une instance se casse la gueule, si une instance crash pour une raison X ou Y, vous en avez d'autres qui sont là pour prendre le relais. Donc vous maintenez votre qualité de service. Et ça, c'est hyper important pour la mise en prod. Donc vous allez déployer 12 instances. En fait, ces 12 instances sont exactement les mêmes. Okay, peu importe si vous avez besoin plus de sign-in, plus de panier, plus de fac, peu importe le service, 12 instances, c'est exactement les mêmes. Ça, c'est le monolithique. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en microservice, si j'ai besoin de plus de paniers, je déploie plus d'instances de paniers. Si j'ai besoin que très peu d'instances de sign-in, je vais développer très peu d'instances de sign-in. Et cette adaptation-là, je vais pouvoir la faire dynamiquement en plus. C'est-à-dire que je vais pouvoir adapter en fonction de ma charge le nombre de microservices que je vais déployer.
Et le déploiement va en général être très simplifié par des outils qu'on va retrouver. Je pourrais parler de Docker, par exemple. Dans ce cas, on va parler de conteneurs qui contiennent les microservices. Mais ça va être très simplifié par ce biais-là. Le dernier point d'avantage des microservices, ça concerne toujours la mise en prod. Demain, je vais mettre en prod une instance de mon application et je veux le faire, je suis un peu amateur, et je vais le faire d'une manière assez classique. Je vais aller acheter mon instance, que ce soit OVH, Amazon, Google Cloud, peu importe. Je vais faire mon installation. Quand j'ai fait mon installation, j'installe mes paquets, j'ai peut-être scripté le truc, et après derrière, je vais faire un git pull sur le code que j'ai à pouler. Je vais lancer mon serveur, je vais faire mon routage, et je vais vérifier que tout marche bien. C'est ce que je dois faire quand je suis en monolithique. Et ben, le temps que je passe à le faire en monolithique, j'ai déployé X instances en microservices. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en microservice, tout va être automatisé. Il y a aussi un autre avantage dont je n'ai pas parlé, c'est que le microservice, en fait, ça isole des plus petites parcelles de code. Ce qui fait que de deux choses l'une. Si j'ai par exemple ce service-là, dont j'ai besoin de faire évoluer, je ne sais pas quelle fonctionnalité, mais en tout cas j'ai besoin de la faire évoluer parce que j'ai eu des retours utilisateurs. Ben, je vais pouvoir le faire indépendamment du reste. Okay ? De la même manière, j'ai une mise à jour sur un des paquets ou sur un navigateur clé qui casse l'architecture que j'avais prévue pour quelques services, mais en fait je peux le régler de manière isolée. Les services sont plus aussi liés par leur dépendance. Voilà, je pense que j'ai plutôt pas mal parlé. Le mot de la fin, en fait, sur ce retour d'expérience, WiseBat et comment on a conçu le produit et ces questions de monolithique, microservices, comme on pourrait parler d'autres questions, PHP vs Node, où est-ce qu'on héberge l'outil, est-ce qu'on fait du on-premise ou est-ce qu'on fait du SaaS. Tout ça, en fait, c'est des sujets qu'on pourrait aborder. Mais dans tous les cas, si j'ai un seul takeaway sur tout ce qu'on a appris depuis ces 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi de boîte, en fait, c'est juste que less is more. Le moins vous avez de features, le plus elles sont pertinentes pour vos utilisateurs, le mieux c'est. Restez toujours simple dans vos architectures. Restez toujours simple dans vos déploiements. Vous vous rendez pas compte, mais ou en tout cas peut-être que vous vous rendez pas compte. Peut-être que vous vous rendez compte. J'en ai aucune idée. Moi, je me rendais pas compte à l'époque. Mais j'ai commencé par un cœur sur lequel j'ai développé des trucs, sur lequel j'ai redéveloppé des trucs, sur lequel j'ai encore redéveloppé des trucs. Ce qui fait que là, en fait, sur toutes les versions de code que vous avez vues, il y a dû y avoir à peu près 3 RAZ du code source. Il y a 3 fois, on a réécrit tout le code parce qu'il y avait des choses en fait qui ne fonctionnaient pas. Donc, il faut vraiment, je ne pourrais jamais insister suffisamment sur cette partie-là, mais vraiment l'assisement. Le plus simple est votre architecture, le plus simple est votre déploiement. C'est aussi l'avantage des microservices, c'est aussi pourquoi nous aujourd'hui c'est vers ce genre de technologie qu'on se tourne, parce que le plus simple est votre déploiement, le plus simple sont les mises à jour, le plus simple sont les mises en prod, le plus simple est votre outil, les plus simples sont vos features, le mieux c'est. Croyez-moi, vous avez beaucoup d'autres complexités autour. Voilà, je suis à votre dispo. Si vous voulez, si vous avez des questions, je pense qu'on peut avoir 5-10 minutes de questions. Bien sûr. Et voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il y en a plein. Bonjour. Alors moi j'avais une question par rapport à votre logiciel. C'est jusqu'à quel niveau vous pouvez descendre ? Merci pour la question. Bonjour également. Alors, ça dépend. Il y a certaines parties de nos modèles qui sont décrits. Je vais répondre sur plusieurs niveaux. Il y a certaines parties de nos modèles qui sont décrits aussi finement que du niveau transistor, du niveau Spice. Pendant qu'il y a d'autres parties qui sont décrites suffisamment au niveau pour pouvoir simuler du logiciel, donc simuler des commandes au niveau.
Et l'élément unitaire dans l'outil, c'est le composant off the shelf. C'est le composant qu'on va acheter chez un fabricant de composants. Voilà. Et est-ce que du coup vous comptez descendre un peu plus ou vous comptez rester à ce niveau parce que c'est la norme aujourd'hui des ingénieurs qui développent du hardware? Parce que la question en fait c'est si par exemple moi je veux utiliser votre outil pour fabriquer un microprocesseur, est-ce que je peux le faire du coup? Alors la réponse directe est non. C'est pas prévu. Et c'est pas prévu pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a des outils qui font déjà ça très bien. Aider à fabriquer des puces, aider à fabriquer des corps. Par contre, une fois que le processeur est conçu, on peut l'intégrer au modèle de simulation et on est capable de le mettre en œuvre de cette manière-là. Mais on ne peut pas aider les ingénieurs à fabriquer des composants, du moins à les concevoir. Ce n'est pas le corps de métier de l'outil. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur, parce qu'on parlait tout à l'heure des ressources, comme quoi le logiciel était assez gourmand, mais j'ai pas très bien compris comment les ressources étaient. Vous utilisez du calcul distribué, c'est ça? Alors il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a le calcul distribué, il y a la taille du cache, il y a le jeu d'instructions. Il y a vraiment plein de choses qui jouent sur la vitesse d'exécution des modèles de simulation. Pour te donner un peu plus de concret là-dessus, les modèles sont décrits en C++. En fait, on va exécuter un cœur de simulation qui va être responsable d'une certaine manière, pour garder le sujet assez simple, mais qui va être responsable du déroulement virtuel du temps et de tous les événements qui vont arriver. Si j'ai plusieurs composants qui interagissent et que, grosso modo, je mono-thread, donc je suis sur un seul thread, en fait, le temps est incompressible. Si je suis sur plusieurs threads, je peux avoir un gain qui va entre 25 et 50%, parce que de toute façon, j'ai des événements de synchronisation qui font que je ne peux pas réduire ça. Par contre, si je peux augmenter la taille de ma mémoire cache, et que ma pile d'événements, en fait, je peux la mettre dans le cache du processeur, en fait, je vais gagner du temps par rapport à si elle se retrouve dans la RAM. Et si j'ai un bus RAM qui fait 4 fois la taille, parce que je suis sur du biprocesseur par rapport à une machine desktop, je vais aussi gagner du temps. Si j'ai des I/O qui sont en RAID et du coup j'ai des accès disques qui sont plus rapides, je gagne aussi du temps. Et c'est essentiellement là-dessus en fait qu'on va faire la différence entre une machine classique que tu vas avoir pour toi et un serveur de calcul. Du coup, les calculs sont faits sur un serveur de calcul et plus en local, c'est ça? Tout à fait. En fait, ce qui se passe, pour te décrire, donc l'utilisateur, je vais remettre l'interface. Hop. Voilà. L'utilisateur, il va drag and dropper ses composants, il fait ses connexions. Ensuite, il passe dans la partie behavior, il va décrire le fonctionnement logiciel qui va être exécuté par son microcontrôleur. Et après, il va appuyer sur get result. Get result, on récupère ça, qu'on appelle le project JSON, en gros, qui est une représentation JSON très classique de ce qu'il y a dans le projet, mais qui a déjà été crypté et anonymisé. On prend ça, on l'envoie à un middle, donc on a une structure en 3 états. On a un front, un middle et un back. Et grosso modo, ça passe au middle. Le middle vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dans la conception électronique, qu'il n'y a pas d'erreur dans la programmation logicielle, et il va générer tous les fichiers nécessaires et les envoyer au back. Le back reçoit ça, il génère dynamiquement les sources en C++, donc front, middle, on est sur du Node et Angular sur du front. Back, on va avoir du Python, on va avoir du Node qui va récupérer ça. Des scripts Python qui vont générer les sources en C++ adaptées à la plateforme spécifique que l'utilisateur a fait. On les compile en live, on exécute, donc ça nous donne un exécutable, on exécute cet exécutable-là. À la fin de l'exécution, on récupère les résultats de simulation via les scripts Python qui coordonnent l'exécution de ce code-là, et on les remonte au middle, puis en front, après avoir fait quelques traitements pour compresser et réduire les doublons, et on affiche le résultat à l'utilisateur. Ok, merci. Voilà. Du coup, la complexité, elle est là. C'est-à-dire que si je dois avoir les sources sur la machine de l'utilisateur pour pouvoir les générer dynamiquement, ou si je dois faire tous ces calculs-là et surcharger son processeur, ça ne va pas être une belle expérience pour lui.
Bonjour, déjà félicitations pour votre produit. Merci. Moi, je vais plutôt me tourner un tout petit peu sur la partie HLD architecture. Votre produit a aujourd'hui une solution en mode SaaS. De ce que Tout à vous fait. dites. Je m'intéresserais un peu plus, ça veut dire qu'aujourd'hui votre solution est hébergée chez un acteur cloud. Si oui, lequel, et puis ce qui vous a motivé à différentes échelles, hein, que ce soit en termes d'architecture, en termes techniques ou en termes financiers, quels ont été les points qui vous ont amené à vous orienter vers cet hébergeur? Alors déjà, faut que je dise chez qui on est hébergé. Si, C'est quand si même... c'est possible. Bah oui, mais sinon je ne peux pas répondre à votre question. Merci. Pas de problème, on est hébergé chez OVH. En fait, on est parti chez OVH parce que chez OVH, c'est très simple d'avoir une instance dédiée. Et on n'a besoin de rien, à part juste les mêmes connaissances qu'on a pour manipuler une machine Linux pour mettre en prod. Et du coup, ça a été pour nous un très très bon moyen de rapidement mettre quelque chose en prod et d'avoir le contrôle dessus, et de pouvoir faire des tests, etc. Maintenant qu'on scale, en fait, ça c'est plus viable pour nous. Mais c'est plus viable économiquement, parce que ça coûte relativement cher au VH. Au-delà du programme Startup, qui est très bien. C'est plus viable économiquement, et donc du coup, on va se tourner vers d'autres solutions. Pour l'instant, on n'a pas encore arrêté notre choix. Mais on est en train de regarder des solutions comme Google Cloud ou AWS. Ils sont grosso modo des acteurs majeurs également. Il y a aussi Azure, mais voilà, faut être un peu plus. Enfin, je pense qu'on n'est pas trop. On n'a pas suffisamment étudié les solutions que propose Microsoft pour pouvoir se positionner sur Azure. Grosso modo, voilà. Les choix initiaux, on est parti chez OVH parce que c'était simple, parce que c'est facile. Parce qu'on n'a pas besoin de DevOps, on n'a pas besoin de tutoriaux qui font 50 pages pour comprendre. Voilà, maintenant qu'on doit scaler, économiquement c'est plus viable, donc on va plutôt partir vers un acteur qui sait scale. Surtout maintenant qu'on a les moyens d'avoir des DevOps, donc du coup de pouvoir gérer tout ça. Autre question, si je peux me permettre. Et aujourd'hui, le cycle entre guillemets de développement et de déploiement, quel est votre aujourd'hui aussi, combien de fois vous passez en prod, une fois par semaine, plusieurs fois par jour? Bon, c'est variable en fait. Chez nous, on a 3 couches. Alors, on a implémenté notre version, notre interprétation des méthodes agiles avec de la gestion de projet assez classique. J'ai envie de dire classique aujourd'hui dans le logiciel. Mais grosso modo, on va avoir 3 types de choses. On a les bugs, en fait, qui sont des choses qu'on doit corriger quand elles arrivent. Et donc ça nous fait faire soit des mises en prod quotidiennes si les bugs sont quotidiens. Heureusement, on n'est plus dans cette dynamique-là. Donc on est plutôt sur une release toutes les 2 semaines parce qu'il y a eu un bug. Ensuite, on a un niveau qui est issue. Donc issue, c'est des choses qu'on classe, qui ont émergé, qui ne sont pas des bugs, mais qui sont problématiques. Et après, on va avoir les features qu'on doit développer. Les features, on fait en général une mise en prod par mois, grosso modo. On n'est pas encore très bien cadré, hein, je le disais, ça fait que 8 mois qu'on est en prod. Donc on n'a pas encore suffisamment de cycles pour avoir du recul là-dessus. Les issues, on est sur toutes les 3 semaines, dans l'absolu. Et donc voilà. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. L'interface de l'application là qui est déjà disponible, donc elle est complètement en HTML? Non, Angular. Angular, d'accord. C'est comme ça que vous, effectivement, c'est un client web, quoi, pur. Pardon? C'est un client web. Ouais, c'est un client web, Ouais. tout à fait. Ok. Merci. Je vous en prie. Je reviens en fait sur le calcul distribué parce que c'est quelque chose qui m'intéresse enfin pas mal quand même. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas, c'est un feedback, hein, c'est bien sûr, une autre solution pour le faire où au lieu de puiser tout sur un même CPU, sur un même processeur,
on prend une norme sur chaque processeur, on fait un calcul distribué qu'on redistribue par la suite pour chaque calcul qui est fait. Alors, bienvenue dans la période de l'edge computing et bienvenue dans un sujet qui est vieux comme le monde, même si marketingement on tend à nous faire croire que c'est quelque chose qui va arriver demain, comme l'Internet des objets à peu près. Non, je plaisante. Mais ceci dit, la question du calcul distribué et de la répartition des ressources, c'est un sujet qui est, même quand je commençais ma thèse, était déjà un sujet de recherche très très important dans pas mal de labos. Il n'y a pas de réponse à ça. En fait, le choix, c'est où est-ce qu'on découpe. Quoi qu'il arrive, soit tu découpes, je me permets de te tutoyer, ça ne marche pas. Soit tu découpes au niveau du processeur, soit tu découpes au niveau de la tâche, soit tu utilises un OS qui, par définition, te permet de faire cette distribution-là. Si tu veux, tu as la même dichotomie qui est faite avec les microservices. Finalement, quand tu regardes la distribution en microservices, tu te dis, bah, voilà, plutôt que d'avoir un paquet monolithique, tu vas le découper en microservices que tu vas faire exécuter dans des containers. Et après, là où tu alloues ton container, c'est presque comme un hyperviseur, ou plutôt ça va être ton noyau Linux, qu'en réalité, ce n'est pas une machine virtuelle, un container, mais ça va être ton noyau Linux qui va le décider. Et point barre. La question pour nous, si tu veux, elle est que le trade-off entre l'énergie qu'on va mettre à trouver la bonne façon de le calculer versus le gain de performance qu'on va avoir, il est minime. C'est-à-dire que si demain, on arrive à avoir plus de dépenses en serveur de calcul et que finalement, je vais tracer un scénario catastrophe qui n'est pas celui de ma boîte. Mais admettons, tu as une boîte, tu proposes un service et tu te rends compte qu'en fait, pour ton utilisateur N+1, bah, tu es obligé d'avoir N+1 ressources. En gros, tu es sur un business où plus tu as d'utilisateurs, plus tu dépenses. Donc, tu n'es pas scalable. C'est-à-dire que tu vas faire que passer ta vie à dépenser. Ça peut marcher, hein, c'est pas un problème. Dire Amazon s'en sort très bien avec des choses sur lesquelles il dégage peu de marge, juste en dégageant du flux financier. Enfin, en générant du flux financier. Et bah, quand tu es dans ce business-là, en fait, là, ça vaut le coup de dire comment est-ce que je peux aller découper mon soft pour améliorer et optimiser mes calculs de façon à ce que bah, voilà, mon utilisateur N+1 ne me coûte pas N+1 ressources, mais N+1 ressources sur 2, par exemple. Là, ça vaut le coup. Parce que là, tu as cette problématique-là, si tu veux. Pour nous, on n'est pas dans ce cas-là encore. On a trouvé un optimal, parce qu'avant, c'était juste pas possible. Là, on a trouvé un optimal en exécutant sur des machines de calcul, sur plusieurs processeurs et plusieurs cœurs. Si demain, on doit passer à des grappes de calcul, ou si demain, on doit utiliser des algos ou des frameworks, parce que ça existe déjà, mais des frameworks de répartition de calcul, on le fera. Mais on le fera que parce que notre structure nous y oblige. En fait, quand je disais less is more, c'est vraiment ça dont je parle. C'est-à-dire qu'il y a des optimisations que j'adorerais faire sur l'outil. Il y a vraiment des choses que j'aimerais pousser au max. Mais en fait, ça fait absolument pas sens. Parce que si je le fais, je vais dépenser beaucoup de ressources pour le faire, versus quelque chose une feature qui, d'un point de vue utilisateur, va être une breakthrough pas possible. Et en fait, si je passe trop de temps à faire de l'optimisation et pas assez de temps à faire de la feature ou de l'expérience utilisateur, je n'aurai plus d'utilisateur pour utiliser ma solution. Donc si le rationnel, il est comme ça. Ou si je devais remettre ça autrement, je vais engager des chantiers, on va engager des chantiers techno dans la boîte quand c'est lié à une problématique utilisateur. Tant que ce n'est pas lié à une problématique utilisateur, on n'engage pas de chantier techno. Ou alors, si on a des ressources libres et du temps libre. Dans ce cas-là, c'est un autre sujet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, merci pour la réponse. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Sinon, on peut passer un moment plus informel. Adrien. Moi j'ai une question plus personnelle. Du coup, vous avez dit que vous étiez en thèse. Du coup, ouais. Je voulais savoir juste quel cursus vous avez suivi. Oula. Alors, j'ai fait une licence sciences de l'ingénieur, option système embarqué à ce qui s'appelait à l'époque, je crois que ça s'appelle toujours l'UVSQ, l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Suite à quoi, j'ai fait un master à ce qui s'appelait à l'époque l'Université Pierre-Marie Curie, qui maintenant s'appelle Sorbonne Université. Et c'est à la suite de mon master, en fait j'ai eu un choix très basique,
soit je fais un stage soit je vais prendre un job en tant qu'ingénieur système embarqué dans l'industrie, donc j'étais électronicien à l'époque, soit je fais une thèse, donc je candidate à une bourse de thèse, et je trouvais que la dimension recherche et la dimension aller attaquer un problème comme ça, ce qui est vraiment un autre sujet par rapport à la discussion qu'on avait où on recherche, on va vraiment chercher à craquer le problème, c'est ça qui compte. Je trouvais ça vraiment bien, surtout le côté, en fait, le travail qu'on peut faire peut bénéficier à plein d'autres. Et ça, je trouvais ça me plaisait bien. Donc j'ai fait ça. Pendant ma thèse, j'ai suivi une formation dans un master business. Après, j'ai fait je suis passé par HEC Challenge Plus, une formation business aussi. Et voilà, et j'ai suivi quelques cours à droite à gauche pour combler les lacunes que je pouvais avoir sur le web. J'ai monté, au tout début du projet, je ne savais pas écrire une seule ligne d'HTML. Enfin, bon, après, maintenant, plus personne n'écrit du HTML, mais Node.js, pour moi, je m'étais arrêté au Java. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un applet. Donc j'ai appris tout ça et voilà. C'est un peu mon cursus. Merci. Je t'en prie. Merci et merci d'être venu partager ton Merci. expérience avec nous ce soir. Merci à vous d'être là. Je rappelle juste du coup que toutes ces conférences qu'on fait s'inscrivent dans un cycle qu'on fait autour des spécialisations métiers de l'ETNA, qui en a donc régulièrement les vendredis en fin de journée, et qu'on va reprendre en septembre, qu'on recevra à nouveau WiseBat au mois d'octobre pour parler un peu plus de hardware, vraiment, et de leur cœur de métier sur WiseBat. Et du coup, en attendant ces dates-là, je vous invite à prendre un petit moment informel tous ensemble. Merci. Merci.